Bonjour à tous. Y a-t-il un nouveau contexte pour exprimer son état d'âme dans les rues désormais au Bénin? Les derniers événements à Cotonou ayant précédé la marche réussie samedi dernier, des travailleurs avec les divers avis et positionnements d'acteurs politiques et publics font dire beaucoup de choses qui visiblement ont changé au sujet donc des libertés individuelles et collectives. Nous en parlons et faisons le débat ce matin lors de nos échanges après un petit bilan de la sortie des travailleurs dans les rues samedi dernier à Cotonou. Le débat, c'est dans donc une heure environ. Mais avant, nous parlons aussi du sujet, avec notamment l'un des organisateurs de différentes marches à Cotonou, Apollinaire Afewe, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB. Il sera au téléphone depuis Boycon pour répondre à nos questions. Et puis dans les journaux, ce matin, le sujet est lié à la tension entre Cotonou et Niamey. Il y a un autre pas qui a été posé par les militaires au pouvoir au Niger contre le Bénin. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous fouillons les journaux tout à l'heure pour nous en donner une idée. Bienvenue à tous. Enlèvement du fret nigérien au port de Lomé, fraternité pour ouvrir la une des journaux. Nouvelle escalade entre le Bénin et le Niger, intensifier l'activation des canaux d'aération de la diplomatie de part et d'autre. Économie béninoise, la Banque mondiale annonce une croissance de 6,2% entre 2024 et 2026. Pour le Bénin, donc, chronique, nutrition et bien-être de Rachel Wemenou. C'est possible de manger 5 fruits et légumes par jour. Matin libre, graves accusations contre le Bénin. Le Niger n'en fait-il pas trop? Question. Et puis marche des confédérations syndicales. Pourquoi Talon laisse faire cette fois? Dynamisme Info, candidature de l'opposition à la présidentielle de 2026. Éviter tout schéma de compromission avec les dissidents de la rupture. Nord-Sud quotidien, crise avec le Bénin, le Niger prend une nouvelle décision. Et puis économie béninoise, les indicateurs de 2023 selon la Banque mondiale, cri des travailleurs face à la cherté de la vie, on a faim. C'est totalement en bas. Le matinal, la commune de Kandi, le maire échappe à la destitution. Les conseillers UP, le renouveau la sauve inextrémiste. Et puis, nouvelle mesure prise par le Niger contre le Bénin. À la page 10, vous découvrez que les putschistes foncent dans le gouffre. Le quotidien d'Abarou, bras de fer entre le Bénin et le Niger. Que les autorités nigériennes cessent de mentir au peuple, dixit l'honorable Malik Gomila. Nous passons à la boussole. Tête baissée et sans discernement, le Niger s'enlise dans son adversité contre le Bénin. Les véhicules immatriculés au Bénin écartés du fret nigérien au Togo. First Info, troisième édition du concours de dictée de la Fondation Emmanuel Ounoussa. Félicitations et reconnaissance à l'endroit donc du consul Emmanuel Ounoussa. Nous sommes avec Éveil Info, commémoration du décès de Bob Marley, 43 ans après, quel gain pour la jeunesse. Mise en œuvre du PAG2 sous la rupture, la mouvance au contact des populations dès demain. Info matin. Mafia au niveau des morgues et du secteur funéraire, l'ONG Bien Diaspora, assistance de Medakou Debi voyait le danger venir. Et nous voici de retour à la une de fraternité pour la deuxième lecture. Enlèvement du fret nigérien au port de Lomé. Nouvelle escalade entre le Bénin et le Niger. Intensifier l'activation des canaux d'aération de la diplomatie de part et d'autre. Économie béninoise. La Banque mondiale annonce une croissance de 6,2% entre 2024 et 2026. Et puis un dernier titre. Chronique nutrition et bien-être de Rachel Wemenou. C'est possible de manger 5 fruits et légumes par jour.
Voilà donc ce qu'on peut retenir du peu de nombre de quotidiens parus ce matin. Dans Fraternité, vous avez cet article constat qui pourrait vous intéresser. Hein, la statue de l'Amazone, la belle qui se profane ou qui se fane aussi. Il faut sauver la géante et sauvegarder l'attraction. Eh ben, le journaliste est allé constater un peu les signes de l'extinction de la beauté de l'Amazone, quelque part à Cotonou. Elle laisse transparaître des signes de sa splendeur, sa magnificence sont menacés par une corrosion qui se dessine car le socle sur lequel sont posés ses pieds se déteint. En effet, le bronze laisse peu à peu place à une masse de couleur orange et verdâtre par endroits. À la suite de la pluie, les orteils sont également atteints par ce changement de couleur. On ne sait pas si c'est de la dépigmentation. En tout cas, allez voir à côté de l'Amazone qui change de couleur selon Fraternité. L'actualité, vous la connaissez, en tout cas au plan diplomatique, c'est cette brouille qui s'accentue au jour le jour entre Cotonou et Niamey. Il y a une nouvelle escalade dans les tensions donc entre les deux pays, fait constater Fraternité ce matin en sa page 4, parce que justement Niamey a pris une décision relative à l'enlèvement du fret nigérien au port de Lomé. Les véhicules immatriculés à Cotonou ne sont pas autorisés, contrairement aux autres véhicules de la sous-région, notamment togolais, nigériens, burkinabés, et même au-delà. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette position donc du Niger? Fraternité a fait son article. Et puis à la page 6, vous avez cette décision donc de l'ODEM, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias, au sujet donc d'une plainte contre un organe de presse. De quel organe de presse il s'agit et quelle a été la position donc de l'organe d'autorégulation des médias au Bénin. À la page 6, vous avez l'intégralité de sa décision qui vous éclaire. À la 9, l'actualité sur le continent avec justement cette visite annoncée de Paul Kagame à Conakry. En tout cas, selon Fraternité, l'article relayé, eh bien, cela est signe d'un renforcement de coopération entre la Guinée et le Rwanda. De quoi est-ce que les deux hommes d'État vont parler puisqu'on se rappelle que récemment, Paul Kagame était encore à Conakry. Eh bien, achetez Fraternité et découvrez le cœur des discussions. Et puis vous avez aussi quelques autres actualités liées notamment au Niger et bien d'autres pays sur le continent. Fraternité vous éclaire. Voilà donc ce qu'on peut retenir dans le quotidien Fraternité. Il y a bien d'autres articles qui pourraient vous intéresser. Le temps nous le permet pas. Et donc, achetez votre quotidien. Si vous n'avez pas encore votre livreur, allez sur le site du journal et informez-vous suffisamment. Allez, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec Teddy Goudalot. Teddy, bonjour. Tanguy, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous nous présentez le bulletin de l'information ce matin et donc on aura les images au sujet donc de la crise diplomatique entre le Bénin et le Niger. Le gel des relations entre les deux pays s'intensifie avec la dernière sortie du Premier ministre du Niger, Lamine Zein, qui accuse le Bénin d'abriter des terroristes dans des bases militaires françaises installées sur son territoire. Une réponse des autorités nigériennes à la récente sortie du président Patrice Talon. Des informations suffisamment graves avancées sans preuve, dit-on, par le responsable de la transition. Qu'en est-il précisément? Nous en parlons tout à l'heure. Et puis, la remise de modules de 5 latrines au profit des élèves du collège d'enseignement général à Djovikodi, c'est quelque part à Bomekalavi. C'est un don de 3 clubs Lyon des districts 403, A1, A2 et A4 qui vient soulager les peines des bénéficiaires. Les détails dans un instant. Voici le bulletin. Teddy, l'affirmation est suffisamment grave. Le Niger qui accuse le Bénin d'entraîner des terroristes dans des bases militaires françaises secrètement installées sur son territoire. Tanguy, c'est la réponse des autorités nigériennes suite à la sortie du président béninois Patrice Talon semaine écoulée des affirmations du premier ministre du Niger, Lamine Zein, au cours d'une conférence de presse donnée à cet effet. Des informations
accablante avancée sans preuve par le responsable de la transition. Qu'en est-il précisément? Détail avec William Cliquant. Lamine Zen n'y est pas allé par 4 chemins. Le premier ministre de la transition au Niger persiste sur les accusations de la présence de bases militaires françaises au Bénin. Une sortie en réplique aux explications données par le chef d'État béninois à la suite de l'interdiction des eaux du Bénin aux navires pour l'exportation du pétrole nigérien. Que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles où on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée, malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois. Ces affirmations n'ont tout de même pas été étayées d'éléments tangibles dans la déclaration d'une vingtaine de minutes. Ce n'est pas la première fois que les autorités nigériennes allèguent à propos de la présence militaire française en terre béninoise contre les intérêts du Niger. À ce sujet, l'ambassadeur de France au Bénin a démenti formellement ces accusations en expliquant le rôle réel des instructeurs français au Bénin. Dans le domaine de la formation, en 2021-2022, pendant un an à peu près, il y a eu à Tangueta puis à Kandy une quarantaine de militaires français qui sont venus pour former et entraîner les nouvelles recrues béninoises. Mais ils étaient dans des enceintes béninoises, dans des casernes béninoises, ce n'était pas du tout des bases françaises, ils étaient qu'une quarantaine et ils ont pris des cohortes qu'ils gardaient pendant 2 mois et ils les entraînaient au combat pour aller précisément combattre contre les djihadistes. Donc on a pu voir des militaires français qui étaient dans les terrains autour. Ces explications du diplomate français n'ont fait que réitérer les déclarations du chef d'état-major des armées françaises, Thierry Bucquart, lors d'une visite de travail au Bénin en fin d'année dernière. Les assurances des autorités béninoises au plus haut sommet de l'État ne sont-elles pas suffisantes pour rassurer leurs homologues du Niger? Difficile donc de comprendre les raisons de cette campagne d'information menée par Niamey contre Cotonou. Volonté d'asphyxier. Voilà, à l'instant, William Cliquant. Renforcement de capacité des acteurs de performance des ministères sectoriels sur la gestion budgétaire, ceci à la faveur d'une session de formation organisée par le ministère de l'économie et des finances. 3 jours durant, ces acteurs conviés par le secrétariat général du ministère vont s'approprier le contenu des outils de gestion en mode programme de budget. Le lancement de l'atelier de cette formation a eu lieu hier lundi au Palais des Congrès de Cotonou. Clément Achade. Le Bénin se prépare pour se challenger une nouvelle fois sur la bonne gouvernance budgétaire. Et pour réussir ce pari, le ministère de l'Économie et des Finances organise cet atelier de formation au profit des acteurs de performance des ministères sectoriels sur la gestion en mode programme. Pour le compte de la toute première journée, ils se sont entretenus sur la préparation budgétaire en mode programme et ses outils de mise en œuvre. Cette session de formation organisée par le ministère de l'Économie et des Finances sur une durée de 3 jours vise à améliorer davantage vos connaissances sur les outils de la gestion auxquels vous êtes en contact quotidiennement. C'est le lieu de remercier les autorités du ministère et en particulier le ministre d'État pour son accompagnement et pour avoir accepté la tenue de la présente session de formation au profit des acteurs que nous constituons. Cette session de formation fait suite à la nomination des acteurs de la performance ainsi que des spécialistes au niveau des ministères sectoriels et au cours de la 3e année de mise en œuvre du plan quinquennal de formation élaboré sur financement de la Banque mondiale. Pour les 2e et 3e journées, l'exécution budgétaire en mode programme et le dialogue de gestion sont les thématiques prévues pour renforcer la connaissance des bénéficiaires. Notre pays a basculé définitivement à la gestion en mode programme depuis le 1er janvier 2022. C'est dans ce contexte qu'a été initiée la présente session de renforcement des capacités afin de permettre à l'administration béninoise et au cadre que vous êtes l'appropriation
totale de toutes les composantes de la réforme ainsi que des éléments de conduite du changement. Avec cette formation, le ministère des Finances se met au pas pour maintenir le rang du Bénin dans le classement des meilleurs pays de l'UEMOA où la transparence budgétaire est une réalité. C'était un reportage signé Clément Achad et présenté par Florence Bossa. Sur ces images, à présent, l'Agence des systèmes d'information et du numérique et le ministère du numérique et de la digitalisation en partenariat avec Semen City, la SBIN, à travers l'opérateur mobile Celtis, Canal+, et bien d'autres partenaires lancent le premier hackathon sur l'intelligence artificielle à Cotonou. L'événement, qui se déroulera du 13 au 15 mai 2024, mobilise près de 2000 participants, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Ils proviennent tous de plus de 60 pays à travers le monde. Ils visent à développer des applications d'intelligence artificielle capables de réaliser du doublage, du sous-titrage et de transformer des textes ou de l'audio en images en utilisant les langues Fon, Dindi et Yoruba. Ouliat Sanoussi nous fera le point dans nos prochaines éditions. Une dernière note pour boucler ce bulletin d'information. Une forte délégation des Lions Club de Dakar, Nebedaï, Abidjan, Pyramide et Cotonou. Les Oliviers s'est rendu au collège d'enseignement général à Djovikodi dans la commune d'Abomey-Calavi. Le but, c'est de leur remettre des latrines construites et financées par des clubs de district K103, A1, A2 et A4. C'était en présence du directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Hugues Vingbe. C'est dans un véritable bain de foule que les donateurs ont été accueillis ici, au CEG à Djovikodi-les-Oliviers. Il s'agit d'une délégation conjointe interdistrict des Lions de Dakar, Nebedaï, Abidjan Pyramide et Cotonou les Oliviers, avec les clubs partenaires Cristal, Concorde, Cigogne, Cocotier New Century, Camélia, Dauphin, Intégration Soleil et Léo Club Rameau d'Olivier. Le don objet de cette mobilisation est constitué d'un module de 5 latrines. La construction et le rayonnement d'une nation passe par la qualité de ses ressources humaines, donc par l'éducation. Nous avons donc le devoir, nous qui sommes là aujourd'hui, de léguer à la postérité, à nos pays respectifs, un capital humain bien éduqué et compétent, capable de relever les immenses défis du développement qui se posent toujours à nos pays en construction. Pour les bénéficiaires, ce don répond à un besoin réel en termes d'assainissement du cadre d'apprentissage des élèves.
Vous l'aurez constaté, quelques soucis techniques avec cet élément. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Eh bien, ce sera tout pour cet exercice matinal. Je vous retrouve demain mercredi. Merci beaucoup à vous, Teddy Goudalo, pour la présentation de ce bulletin d'information qui, malheureusement, s'est achevé avec une petite note imparfaite. Certainement qu'à 11h déjà, quelques réglages se feront pour que vous ayez l'intégralité de cet élément donc, dans les bonnes formes qu'il faut. Allez, bonne journée, Teddy Goudalo. Merci, Tanguy. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant aux actualités sportives. C'est mardi. On va parler document de la semaine. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Je crois que la réalisatrice vous a salué même avant que je ne vous salue déjà. Dans le document de la semaine de ce jour, on va parler d'un guépard de moins de 17 ans. L'équipe nationale de la catégorie est déjà à Accra pour le tournoi UFOA de la zone B, qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la même catégorie. Et pour l'expédition, le sélectionneur béninois a retenu une liste, on le disait ici, de 29 joueurs parmi lesquels se trouvent... Pardon, 21 joueurs. Pardon. Parmi lesquels 2 binationaux. Oui, Tanguy, c'est là le sens du document de la semaine. Il n'est pas habituel de voir par ici des jeunes joueurs d'origine béninoise dans les sélections de catégories d'âge, même si par le passé, on peut citer entre autres Yohan Didonou qui a évolué avec les juniors, c'est-à-dire les moins de 20 ans, mais il est indéniable que ces jeunes convoqués par Hubert Ronfort écrivent une nouvelle page de l'histoire du football béninois. Il s'en va dire donc que c'est une façon d'évaluer le degré de patriotisme des joueurs qui aspirent bien entendu défendre leur couleur nationale et pas la même occasion, voilà, je dirais sortie de cette malédiction de génération spontanée au sein des équipes nationales. Et donc, on va découvrir ensemble ces 2 binationaux qui sont du côté du Ghana avec la sélection U17 dans le cadre du tournoi UFOA B. Le document de la semaine de ce mardi à Limoumouni, 14 mai 2024, est intitulé « À la rencontre des 2 binationaux des guépards U17 ». Donc, ceci dit, nous avons une liste de 21 joueurs. Urbain Ronfort face à la presse le lundi 6 mai 2024. C'est la conférence de presse au cours de laquelle le sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans dévoilait sa liste définitive pour le tournoi UFOA B qualificatif de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Il faut dire qu'on a la particularité d'avoir dans cette liste 2 binationaux. Pour une première, le premier c'est un milieu de terrain, c'est Atodjinou Marvin Dona. Lui est de Montferrand, France, en région parisienne. Et c'est nous, Jordan, voilà, c'est le 2e binational que nous avons, qui évolue du côté de Fleury 91 en France. Bonjour, je m'appelle Senou Jordan, j'ai 15 ans, je joue à Fleury, le FC 91 Fleury en France. Bonjour, je m'appelle Atodjinou Marvin, j'ai 16 ans et j'évolue dans le club de l'AS Montferrand en France. Les voici, les 2 binationaux convoqués par le sélectionneur Hubert Ronfort. Marvin Atodjinou, facilement reconnaissable avec ses cheveux défrisés. Quant à Jordan Senou, il est un peu moins corpulent que les autres joueurs de l'effectif. Oui, c'est une bonne intégration. On m'a bien accepté dans le groupe, tout le monde est gentil avec moi, donc ça se passe très bien. Très bien passé grâce à mon capitaine Angelo, qui m'a très bien accueilli, avec aussi le reste du groupe, qui m'ont très bien accueilli, qui m'ont mis en confiance, à l'aise, et ça s'est bien passé. Pour rejoindre l'équipe nationale, c'est un chemin différent qui conduit les 2 jeunes vers le titre d'international. Au début de l'année, c'est-à-dire l'année 2024, fortuitement, on a eu le contact, bien évidemment, avec quelques membres de la fédération et du service et du staff technique. Voilà, donc on est resté en contact. Donc au début, on ne savait pas s'ils allaient y aller. Eux non plus, ils ne savaient pas. Donc, et au final, à partir du mois du premier rassemblement, c'est-à-dire fin février, les contacts sont devenus plus intenses en fait. Donc du coup, on nous a prévenu qu'ils pourraient potentiellement être appelés. Donc bien évidemment, ce n'est pas une décision que ce n'est pas moi qui le prends, ce n'est pas moi qui suis sur le terrain. Je laisse toujours le côté sportif à Marvin de juger, mais tout ce que nous on peut faire derrière pour l'accompagner, c'est ça qui est plus important.
Donc en ce moment-là, on en a discuté et il a dit, papa, maman, oui, aujourd'hui je souhaite vraiment apporter quelque chose. Si je peux apporter un plus, je souhaite y aller. Donc. Qui peut refuser une sélection nationale? Je ne vois pas le joueur au jour d'aujourd'hui qui va dire la sélection nationale m'appelle et je vais dire non. Donc il était content d'entendre parler de ça et puis bon, on s'est concerté, on a discuté, on a dit bon écoute, vas-y, pourquoi pas. Donc c'est comme ça, il s'est retrouvé aujourd'hui parmi les U17. Élève en classe de seconde, Marvin Atodjinou est un jeune milieu de terrain qui évolue à l'AS Montferrand dans le département de Puy-de-Dôme. Aujourd'hui âgé de 16 ans, il est né en avril 2008. Droitier de prédilection, Marvin a 1,77 m pour 63 kg. Marvin, c'est quelqu'un qui, dès qu'il commence quelque chose, je peux vous assurer qu'il n'abandonne pas. C'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est battant, qui est contact, qui n'a pas peur. Et il est dans l'agressivité positive, comme on le dit, sur le terrain. Et c'est quelqu'un qui aime jouer et quelqu'un qui aime partager. Marvin, pour donner deux qualités de Marvin, c'est quelqu'un qui aime partager et quelqu'un qui aime donner. De son côté, Jordan ne manque pas non plus de qualité. Le jeune joueur actuellement âgé de 15 ans a débuté sa formation à l'US Menessy jusqu'à ses 9 ans. Il a évolué avec les U11 de FC Coucouronne et actuellement, il est en U16 au FC Fleury 91. Jordan, c'est un garçon qui n'a peur de rien. Bon, c'est vrai que depuis qu'il est ici, on ne l'a pas encore retrouvé. Je crois que d'ici là, il va montrer qui il est vraiment. Il n'a peur de rien. C'est un joueur qui a de la qualité, qui est très rapide. C'est son point fort, qui est très, très rapide. Et puis bon, sur le plan tactique, le repli défensif, il le fait bien. Donc c'est un bon élément. Donc je pense qu'il va montrer de quoi il est capable. Et puis c'est un joueur qui ne triche pas, il ne calcule pas, il est tout le temps à fond, à fond, à fond. Depuis leur intégration, les deux joueurs ont livré des matchs avec l'équipe nationale. Mais pour leur âge, il y a quelques difficultés liées notamment à l'environnement. Ils ne sont pas habitués à notre climat, il fait chaud et beaucoup ils ont du mal encore à s'exprimer. Au niveau de la qualité technique, on a joué une équipe qui est hyper agressive, dont le jeu était beaucoup plus intensif, donc ils n'ont pas réussi à s'exprimer, même si je pense que bon, je crois qu'ils ont les qualités. Il faut leur laisser un peu du temps, ils viennent d'arriver, s'acclimater, s'adapter à tout ce qui est nouveau pour eux. Il faut leur laisser le temps, je pense que c'est toujours bon d'intégrer ces jeunes à l'âge là. Pour cette explication, contre l'équipe ASH Révolution de la 4e division, au stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou de Cotonou, les deux jeunes joueurs ont été remplaçants. Les Guépards U17 ont réussi à s'imposer sur le score étriqué d'1-0. Mais Jordan et Marvin, eux, en ont tiré des leçons. C'est une très bonne intensité, c'est physique. Il y a des gabarits plus costauds que moi, mais j'essaie de me débrouiller, j'essaie de faire de mon mieux pour représenter la sélection. Après, il y a la chaleur, il y a tous ces facteurs qui rentrent en compte, mais on va donner le meilleur pour représenter le pays. Alors c'est très intensif, il y a beaucoup d'impact, de contact, il faut livrer beaucoup de courses. Et ce qui rend plus difficile, c'est la chaleur qui nous asphyxie très vite. On a du mal à respirer, mais grâce à mon groupe, j'arrive quand même à mouiller le maillot pour pouvoir gagner le match. Les graines sont ainsi semées. Pour les prochaines semaines, Jordan et Marvin vont évoluer avec l'équipe nationale des moins de 17 ans au tournoi UFOA B à Accra. Désormais, ils sont dans la base des données et feront sans doute partie de la prochaine génération des Guépards. De jeunes pépites, faut-il le dire. En tout cas, on va leur souhaiter une très bonne chance à Accra. C'est une bonne chance pour la suite de leur carrière. Allez, on va continuer à parler d'eux. Ali Mouni. Oui, Tanguy, la délégation béninoise est déjà à Accra depuis samedi dernier. Les Guépards U17 du Bénin ont tenu l'après-midi d'hier la deuxième séance d'entraînement après donc, la première qui a eu lieu dans la soirée du dimanche sur l'un des terrains en est, bien entendu, de l'université d'Accra. Encore 4 jours pour Hubert Ronfort et ses poulains pour peaufiner leur préparation avant donc leur entrée en lice dans la compétition proprement dite. La compétition elle-même démarre donc ce 15 mai et prendra fin le 28 mai prochain. Pour le compte de ce tournoi, le Bénin fera sa première sortie le samedi 18 mai prochain face à la Côte d'Ivoire, l'équipe tenante du titre.
On parle de la Coupe CAF maintenant? Oui, la Coupe CAF, les rencontres de finale ont démarré. C'était ce week-end. La finale aller a eu lieu dimanche soir. C'était à 20h entre la Renaissance sportive du Berkane et Zamalek. La Renaissance sportive du Berkane qui s'était qualifiée sur tapis vert, bien entendu. Après les rencontres annulées, le forfait du club algérien en finale. Et donc, l'équipe marocaine a affronté Zamalek de l'Égypte à l'arrivée. Score 2-1 à l'aller pour les Marocains en attendant la manche retour prévue pour le week-end prochain. Ali Moumouni, c'était donc le tour d'horizon de l'actualité des sports ce matin. Merci pour le service. Passez une très bonne journée. On va se voir demain mercredi. À demain. Mesdames et messieurs, notre invité, il est au téléphone ce matin, c'est Apollinaire Afewe. Il est le secrétaire général de l'UNSTB. C'est avec lui que nous discutons ce matin. Voici l'invité. Je rappelle donc que nous avons au téléphone le secrétaire général de l'UNSTB, Apollinaire Afewe. Monsieur Apollinaire Afewe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler au téléphone. Après plusieurs tentatives, vous avez en fait pu marcher, c'était samedi dernier. On a eu l'impression, à vous voir donc ce jour-là, que vous avez gagné une grande bataille. En quoi est-ce que la marche de samedi était une bataille réussi? Merci, monsieur le journaliste. Je salue tous les téléspectateurs de Canal 3 Bénin. En réalité, lorsque vous êtes dans un contexte pareil au nôtre, où on vous dénie l'exercice d'une liberté constitutionnellement protégée, et lorsque vous réussissez à faire prévaloir le droit sur l'arbitraire, je pense que c'est une victoire. Et c'est cette victoire que vous avez constatée à travers la liesse et la satisfaction que les travailleurs ont manifesté le samedi dernier. Mais monsieur le secrétaire général, est-ce que le principal objectif, ce n'est pas d'abord le prix des denrées alimentaires qui sont toujours hauts, sinon 2-3 fois plus haut que le revenu moyen du Béninois? Absolument. La marche a été lancée ou bien a été organisée principalement pour dénoncer la cherté de la vie. Et si, entre-temps, il s'est invité dans le régime des revendications, la question des libertés, alors il fallait d'abord régler le problème des libertés avant de réaliser cette marche-là, qui a effectivement démontré, n'est-ce pas, que la vie coûte excessivement cher. Et nous avons, lorsque vous suivez un peu la déclaration qui a été lue, nous avons démontré que, contrairement à ce qui, n'est-ce pas, est répandu dans l'opinion, la cherté de la vie au Bénin est due, n'est-ce pas, à des facteurs qui sont endogènes, n'est-ce pas, qui sont liés à un certain nombre de décisions prises au niveau de notre pays. Et donc, par rapport à ça, la solution doit être également recherchée à ce niveau, plutôt que de considérer que la cherté est internationale et qu'on ne pourra rien faire. Oui, mais on a eu l'impression en écoutant les allocutions ce jour-là que c'était un fourre-tout où on reprochait tout et rien au gouvernement plutôt que de parler directement de la vie chère. C'est votre impression. Sinon, vous auriez constaté que le fil conducteur de tous les discours qu'il y a eu ce jour-là, c'est d'abord la cherté de la vie. Bien évidemment, les travailleurs ont d'autres problèmes sectoriels qui ont été également abordés à cette occasion. Mais il faut faire remarquer que la question de la cherté de la vie, qui était la principale, ne pouvait être discutée que lorsque le dialogue social est actionné. Et c'est en cela qu'il était important également d'insister sur le fait que le dialogue social ne fonctionnait pas. Si le dialogue social fonctionnait normalement, on n'aurait peut-être pas eu le besoin
d'aller dans les rues avant de dénoncer ou de provoquer des échanges autour de la question de la cherté de la vie. Et donc, on ne pouvait pas aborder la question de la cherté de la vie sans aborder ces questions-là qui sont également primordiales pour que les travailleurs puissent, n'est-ce pas, échanger sur les problèmes qui sont les leurs. Et donc, c'est peut-être ce qui vous a amené à avoir l'impression de ce que il y avait eu d'autres préoccupations à aborder, ce qui est normal. On ne va pas marcher aujourd'hui à aborder uniquement la question de la cherté de la vie et revenir demain pour dire il y a tel autre problème. Le mouvement syndical a sa méthode et je pense que ça fait partie des méthodes. Il faut pouvoir poser les problèmes et rechercher les solutions à l'ensemble des problèmes. Il y a une solution que le gouvernement a préconisée depuis que, je dois dire, les marches sont annoncées. L'interdiction de l'exportation du maïs béninois. Ça a quand même eu quelques impacts sur le prix qui a commencé progressivement à baisser. On est déjà en bonne voie, non, monsieur le secrétaire général? Je pense que nous avons été informés de cette mesure prise par le gouvernement. C'est un début, mais nous avons toujours insisté depuis que nous avons commencé par poser le problème sur le fait que nous devons coproduire les solutions à nos problèmes. Nul n'est intelligent tout seul. Nous avons notre part à apporter à la réflexion. Et je pense que lorsque nous allons nous asseoir et discuter des questions, vous verrez que nous avons aussi des propositions, des suggestions à faire au gouvernement pour que la situation puisse s'améliorer en faveur des populations. Et donc, c'est un début, mais il y a d'autres choses, d'autres leviers sur lesquels on pourrait également, n'est-ce pas, actionner pour contribuer à dégeler cette situation-là en faveur des populations. Vous pensez à quoi? Je pense que lorsque nous serons à la table de négociation avec le gouvernement, nous allons en parler avec le gouvernement. C'est quoi? Oui, c'est une question personnelle entre le gouvernement et les syndicats. Non, il n'est pas bien que, alors que les discussions sont annoncées, que déjà on commence déjà par sortir les quatre et qui feront l'objet de discussions déjà sur les médias. C'est pour cela que j'aurais souhaité que vous nous acceptiez cette demande et que ce soit en tout cas l'exclusivité de nos propositions soit faite au gouvernement. Ce qui est sûr, nous vous les ferons connaître en temps opportun. Soit. Est-ce que le déroulement de cette marche, qui a pris d'ailleurs comme une victoire, comme vous le dites, des syndicats, n'est pas plutôt révélateur du manque de courage, sinon l'abandon même des syndicats de faire la lutte depuis 2016, en laissant ainsi ce que vous appelez maintenant le non-droit s'installer progressivement et totalement, monsieur le secrétaire général? Je ne pense pas. Vous savez, le syndicat ou le syndicalisme dispose de plusieurs moyens de lutte, de plusieurs moyens pour se faire entendre. Et nous avions dit que depuis 2016, la situation n'a certainement pas été pareille à ce que nous vivons aujourd'hui. Il y avait, n'est-ce pas, si je dois vous donner cet exemple-là, jusqu'en 2021, il y avait un certain nombre de cadres de négociation, de dialogue social au sein desquels les travailleurs posaient des problèmes et recherchaient des solutions. Et en 2021, par exemple, c'est en 2021 que nous avons assisté, par exemple, à la suppression du Conseil national de dialogue social. C'est en 2021 que nous avons assisté à la fusion de plusieurs organes, de plusieurs instances de dialogue social. Et lorsque vous nous suivez très attentivement aujourd'hui, nous dénonçons toujours le fait que le dialogue social est en panne. Alors, si hier le dialogue social fonctionnait, on arrivait à poser les problèmes, à discuter des problèmes, pourquoi voulez-vous que ce soit dans les rues qu'on vienne étaler des problèmes qui sont discutés dans les instances? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous l'avons toujours dit, le dialogue social est en panne, et le fait que le dialogue social est en panne a entraîné
une situation, n'est-ce pas, de non-discussion entre les représentants des travailleurs et le gouvernement, et de ce fait, les problèmes s'accumulent. Et lorsque les problèmes s'accumulent et qu'il n'y a pas le dialogue, finalement, on est obligé de se faire entendre. Et donc, c'est en cela que, en réalité, cette manifestation constituait pour nous un appel au dialogue. C'est un appel à la table de négociation. Et donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu d'action syndicale, qu'il n'y a pas eu d'échange depuis 2016 et que le non-droit s'est installé. Il y a eu d'autres mécanismes qui étaient mis en œuvre pour régler les problèmes des travailleurs, mais aujourd'hui, ces mécanismes ont été mis à mal et c'est ce qui fait que finalement, on est tenu, n'est-ce pas, de se faire entendre par d'autres voix et de provoquer ainsi le dialogue. Alors, à part une marche, un samedi ou un jour férié, monsieur le secrétaire général, est-ce qu'on ne va pas dire que vous êtes là bien coincé maintenant, vos syndicats, désormais? Si par exemple cela n'aboutissait pas le 23 mai prochain, quelle autre arme avez-vous à disposition? Nous avons plusieurs armes et je ne veux pas croire que dans la situation actuelle, le gouvernement ne fasse pas un dialogue sincère et franc. Et le syndicat a plusieurs armes comme vous le savez. Et la marche est une arme. Et nous avons d'autres armes que nous pouvons sortir en son temps. Et je pense que, bon, je ne sais pas si c'est le lieu d'aborder, n'est-ce pas, ces questions-là. Mais ce que je puis vous dire, c'est que nous avons d'autres armes et qu'en son temps, on va les sortir. Et tel que vous l'avez constaté à l'occasion de cette marche qui a eu lieu le 11 dernier, ben, vous verrez également que en son temps, ces armes-là également ont produit leur effet. Et donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Mais nous, notre souhait, en organisant cette manifestation, c'est que nous nous retrouvions autour de la table de négociation pour échanger sur la question des travailleurs. Les manifestations de l'ordre des marches ou les grèves et autres ne sont pas en réalité les premières raisons, n'est-ce pas, pour lesquelles les syndicats existent. Les syndicats existent pour échanger et trouver des solutions sur les problèmes qui se posent aux travailleurs. Et donc, à des moments donnés, faire usage de ces armes-là juste pour provoquer ou pour mettre pression sur l'autre partenaire afin de trouver des solutions à des problèmes. Et donc, ne pensez pas que même la grève aujourd'hui qu'on pense être mise à mal ne peut pas faire mal. Si une marche, n'est-ce pas, de quelques heures a été l'instrument utilisé pour ramener le gouvernement à reconsidérer sa position sur certaines questions, je pense que la grève, même pour une journée, même pour 2 jours, lorsqu'elle est bien préparée, bien organisée, pourra faire encore plus mal. Et donc, il y a plusieurs armes dont le syndicat dispose, et je pense que en son temps, en tout cas, nous ne sommes pas là pour nous manifester à tout le temps, je dirais. Mais en son temps, vous verrez qu'il y a toujours d'autres possibilités. Monsieur Afewe, on annonce, en lieu et place de l'ouverture des instances de discussion que vous aviez souvent réclamées, on annonce une rencontre au Palais de la Marina. Réaction? Je pense que à ce niveau, il y a peut-être une incompréhension de la part de certaines personnes. Ce qui a été annoncé, c'est plutôt l'ouverture des négociations au sein de la grande commission de négociation et de concertation gouvernement central syndical. Il ne s'agit pas d'une rencontre au palais de la Marina, mais plutôt c'est l'instance, n'est-ce pas, de négociation et de concertation entre le gouvernement et les centrales et confédérations syndicales qui a été convoquée pour le 23 mai prochain. Ce n'est donc pas une rencontre avec Patrice Talon? Ce n'est pas une rencontre avec Patrice Talon. En tout cas, nous ne sommes pas encore saisis d'une rencontre avec le chef de l'État. C'est la grande commission qui a été convoquée pour échanger
sur un ordre du jour qui prend en compte notre préoccupation principale, à savoir la cherté de la vie, et d'autres points également qui seront abordés à cette occasion. Vous gardez espoir? Pourquoi pas? Nous restons positifs, puisque nous sommes tous dans un pays où nous avons intérêt à ce que la population puisse être soulagée. Et donc, nous pensons que ce dialogue, cette négociation doit être sincère et franche pour permettre, n'est-ce pas, de rechercher des solutions aux problèmes des travailleurs. Apollinaire Afewe, merci. Merci, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes Apollinaire Afewe, secrétaire général de l'UNSTB, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Vous étiez au téléphone en direct depuis Boycon. Merci d'avoir été en ligne. Bonne journée, monsieur Afewe. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous aussi. Retour à Cotonou. On va faire la pause maintenant. Célébrez votre maman avec des prix doux. Cette année, montrez à votre maman à quel point elle est spéciale avec un cadeau qui lui simplifiera la vie au quotidien. Chez Distrimax, nous avons une large sélection d'appareils électroménagers à des prix doux pour que vous puissiez offrir à votre maman le meilleur sans vous ruiner. Du mixeur pour ses délicieux smoothies matinaux au lave-linge pour lui donner plus de temps pour elle-même. Trouvez le cadeau parfait pour votre maman ici. Jusqu'au 31 mai 2024, faites briller les yeux de votre maman cette fête des mères avec des prix doux. Rendez-vous chez Distrimax, Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison chap-chap. Info 99 18 47 47. Simplifiez la vie de votre maman à des prix que vous adorerez. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Cette année, faites briller maman avec des cadeaux qui lui simplifient la vie au quotidien. Chez nous, trouvez tout ce dont elle a besoin pour sa cuisine et sa maison. Des lave-linges Samsung intelligents pour une lessive sans effort. Des bouilloires pour des matins parfaits. Des robots de cuisine qui lui permettent de préparer des repas délicieux en un clin d'œil. Des réfrigérateurs et congélateurs qui garderont ses aliments au frais et bien plus encore. Et ce n'est pas tout. Profitez de remises exceptionnelles sur une sélection d'électroménagers. Offrez-lui le cadeau qui lui simplifiera la vie et lui montrera à quel point vous l'appréciez. Les travailleurs, dans votre showroom Néo et Allo de proximité les pour découvrir nos syndicalistes, offres exclusives pour la fête les des mères. porte-parole Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. que les Service après-vente et travailleurs livraison ont faim. disponible. Contact vendeur. Je dois dire 60 que dans notre 00 pays, à ce 66 jour, 66. Parce qu'elle il n'y mérite a ce qu'il y a jamais de eu mieux. de rupture Joyeuse du fête, paiement maman. de salaire. Lorsqu'on parle donc de faim, c'est par rapport certainement à la cherté de la vie. Et ça, c'est un phénomène que nous traversons tous, lié à beaucoup d'autres facteurs. Vous avez le choix. Leur vers On a tous toujours le choix.
Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Coucou mes Warriors, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. C'est une des choses et peut-être... Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Célébrez votre maman avec des prix doux. Cette année, montrez à votre maman à quel point elle est spéciale avec un cadeau qui lui simplifiera la vie au quotidien. Chez Distrimax, nous avons une large sélection d'appareils électroménagers à des prix doux pour que vous puissiez offrir à votre maman le meilleur sans vous ruiner. Du mixeur pour ses délicieux smoothies matinaux au lave-linge pour lui donner plus de temps pour elle-même. Trouvez le cadeau parfait pour votre maman ici. Jusqu'au 31 mai 2024, faites briller les yeux de votre maman cette fête des mères avec des prix doux. Rendez-vous chez Distrimax, Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison chap-chap. Info 99 18 47 47. Simplifiez la vie de votre maman à des prix que vous adorerez. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempérie. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer.
Cette année, faites briller maman avec des cadeaux qui lui simplifient la vie au quotidien. Chez nous, trouvez tout ce dont elle a besoin pour sa cuisine et sa maison. Des lave-linges Samsung intelligents pour une lessive sans effort. Des bouilloires pour des matins parfaits. Des robots de cuisine qui lui permettent de préparer des repas délicieux en un clin d'œil. Des réfrigérateurs et congélateurs qui garderont ses aliments au frais et bien plus encore. Et ce n'est pas tout. Profitez de remises exceptionnelles sur une sélection d'électroménagers. Offrez-lui le cadeau qui lui simplifiera la vie et lui montrera à quel point vous l'appréciez. Venez dès aujourd'hui dans votre showroom Néo et Allo de proximité pour découvrir nos offres exclusives pour la fête des mères. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison disponible. Contact vendeur 60 00 66 66. Parce qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux. Joyeuse fête, maman. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Coucou mes Warriors, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie.
Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Sur ce plateau pour nos moments de débat. Franck, bonjour. Bonjour. William, bonjour. On va parler un peu de cette marche des travailleurs qui a eu cours samedi dernier. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés avant la tenue samedi dernier de cette marche, mais on pourrait dire enfin, Ulrich. Enfin, vraiment. Enfin, il fallait simplement que les travailleurs marchent parce qu'ils avaient envie d'exprimer leur mécontentement. Ils avaient envie d'exprimer leur grogne de façon beaucoup plus explosive, même si c'est une marche pacifique. Et le samedi, j'ai mis du plaisir à voir certains responsables syndicaux danser au cours de cette marche-là. Ah ouais? C'est une manière simplement de dire que quand vient le moment d'exprimer des mécontentements, d'exprimer les émotions, des sentiments, il ne faudrait pas que ce soit qu'on se heurte à l'interdiction des autorités et autres, surtout quand ce n'est pas un mouvement de débrayage susceptible de créer d'induire des actes de vandalisme et consorts. Et ce que j'ai vu le samedi dernier, c'est assez intéressant quand vous voyez cette police qui, il y a 2 semaines ou 1 semaine, a réprimé ces mêmes marcheurs. Aujourd'hui, encadre cette même marche. On sent une certaine synergie, comme on le dit, le vivre ensemble des différentes franges de la société. Et vous voyez déjà l'image, vous voyez ces secrétaires généraux qui vraiment étaient contents de voir un peu, en fait, de voir l'autorisation, ou du moins l'acceptation du gouvernement, de leur permettre de dire haut et fort ce qu'ils estiment. Maintenant, quand ils ont fini de marcher, il y a eu une suite. Vous voyez déjà, il fallait quand même que cette marche soit imposée, soit dite, soit manifestée pour que aujourd'hui le gouvernement rappelle les syndicalistes à la table de négociation, qui d'ailleurs le 23 va se tenir. C'est pour vous dire que la marche en elle-même reste toujours une symbolique. Elle reste une manière, une forme d'expression, soit du mécontentement. Parfois, on fait aussi des marches pour soutenir. Donc, la marche reste toujours symbolique, une forme de mécontentement, d'exprimer, soit de mécontentement ou la joie par rapport à quelque chose. Donc, la symbolique ne doit pas être étouffée. Et je suis content que le préfet Alain Oron, là, ait donné cette autorisation, ait permis à ces manifestants de faire ce qu'ils devraient faire, parce que d'une certaine manière, si le samedi dernier, il n'y avait pas eu cette marche-là, vous devez comprendre que nous étions en train de sombrer dans une spirale où chaque fois les travailleurs allaient revendiquer cette marche, une marche qui simplement s'est déroulée maintenant, et vous voyez maintenant, on passe à une autre étape, l'étape des négociations. Autrement, on serait encore là à dire, le gouvernement nous a interdit de marcher, nous allons coûte que coûte marcher, ça peut créer des heurts, alors que cela ne participe pas du bon vivre du pays. Moi, je pense que je salue toutes les parties. Je ne salue pas que le gouvernement, je salue toutes les parties, aussi bien le gouvernement à travers le préfet Alain Orula, qui a permis aux marcheurs de faire leur travail. Et je salue aussi les marcheurs qui ont respecté le mot pacifique de cette marche, l'aspect pacifique de cette marche, parce que effectivement, ils pouvaient chercher à créer, à provoquer d'une certaine manière la police qui les avait dispersés. Oui, on a senti, syndicats, ils n'ont jamais ils ont bien fait de respecter le caractère pacifique de la marche. Et à la fin, on a entendu leur message. Actuellement, on attend le 23 pour voir ce que ça va donner. William, vous avez défendu par ici le droit de marcher. Là, vous êtes servi. Je crois que la rédaction en chef a bien fait de vous envoyer faire le reportage. Ce n'est pas moi qui suis servi, c'est le Bénin qui respecte les règles auxquelles il est volontairement parti au plan international, les règles qu'il a inscrites dans sa constitution, article 25, les droits et libertés fondamentales, que ce même Bénin reconnaît à ses citoyens, à ses fils et filles, les libertés syndicales, bref, le Bénin respecte juste sa parole, respecte sa signature, respecte ce qu'il s'est dit dans le temps et
il n'a pas fallu des changements d'hommes à la tête du Bénin pour que les règles changent. Les règles sont demeurées les mêmes et on a commencé à les appliquer. Ce n'est pas satisfaire des personnes épris de liberté et de justice, ce n'est pas satisfaire les partenaires sociaux qui ont envie de s'exprimer, qui ont besoin de dire ce qu'ils ont envie de dire. Ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un, ce n'est pas pour donner du spectacle, ce n'est pas un formalisme, c'est une obligation pour l'État de laisser les gens s'exprimer, dire ce qu'ils doivent dire dans les règles de l'art, selon les règles, selon les pratiques, selon la réglementation en vigueur, et je crois que c'est le cas. Vous savez, on s'est sérieusement trompé en empêchant par 2 fois ces marches. Ce sont de grosses erreurs que d'empêcher des travailleurs de marcher sans raison aucune, sans le leur notifier, en envoyant des détachements policiers d'une certaine envergure occuper ces espaces. Maintenant, c'est un tir de corriger que de voir aujourd'hui la police encadrer ces manifestants, des travailleurs qui ont pu exprimer ce qu'ils avaient dans le ventre. Le Bénin ne s'est pas effondré, la République ne s'est pas mise à feu, on n'a pas basculé dans l'illégalité, dans l'arbitraire ou dans un désordre, dans un chaos. Le Bénin est demeuré un État souverain, on est demeuré une République qui se respecte avec des règles depuis samedi dernier, et cela ne coûtait pas les yeux de la tête que de laisser oui, les mais choses se faire ainsi. Cela ne coûtait pas non plus grand-chose que d'aller marcher. On a l'impression que bon, quand ça a marché, pas grand-chose n'a changé, en tout cas à Cotonou. Faisons ce débat, lui. Est-ce que la marche a eu un impact? On vous dira que dans le cadre de la concertation et des négociations syndicales entre gouvernements, c'est le cadre formel qui était bouché de part et d'autre, grippé dans son fonctionnement. C'est ce cadre qui renaît. Ce n'est pas une incidence pour autant des marcheurs, mais moi je trouverais une petite virgule, mettre en premier point de discussion à l'ordre du jour de cette rencontre la cherté de la vie, ce qui n'était pas gagné d'avance avant cette marche, avant ces protestations. Pour moi, c'est un pas de fait, c'est un acquis. Les choses n'ont visiblement pas encore changé pour autant. Les mesures économiques demeurent ce qu'elles sont, la réalité sur les marchés est ce qu'elle est, mais pour le moment, on reconnaît quand même qu'il y a des débuts de solutions, sinon des horizons qui pourraient être beaucoup plus clairs dans les prochains jours. En fait, marcher est plus symbolique qu'on ne le croit, et pouvoir marcher, c'est un retour des libertés au pays. Oui, je pense que dans toute situation, c'est la finalité qui importe, et à l'arrivée, je pense que les syndicalistes, les travailleurs ont marché tel qu'ils l'ont voulu. Ils ont marché dans l'itinéraire qu'ils ont tracé aux autorités. Les autorités, elles aussi, ont autorisé cette marche-là. Je pense que c'est le plus important pour une démocratie comme la nôtre, vieille du nombre d'années que vous savez. Je crois que c'est de très belles images, parce que les 2 premières marches qui ont été interdites, vous avez vu les interprétations qui ont été faites, disons la réaction des syndicalistes. Et ailleurs, il n'en faut pas de ce genre-là, de ces situations-là pour que ça explose. Je pense que le peuple béninois est un peuple mûr. Et lorsque on en arrive à interdire des marches, lorsque il arrive des moments où on doit refuser aux gens d'exprimer leur liberté, je pense que ce n'est pas du tout bien, et ça peut amener des situations ingérables. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir laisser les gens s'exprimer. Il faut laisser les gens s'exprimer lorsque les gens sont fâchés, lorsque les gens sont exaspérés. Personne n'ignore la situation sur le marché aujourd'hui. Personne n'ignore la bourse du Béninois. La bourse du Béninois est affaiblie par la cherté, l'inflation galopante. Et donc, que les gens veuillent le dire, qu'on interdit, c'est un peu comme si vous frappez un enfant et vous lui interdisez de pleurer. Ça va être très difficile. Lorsque l'enfant aura l'occasion, je pense qu'il va s'exprimer autrement. Le plus important pour nous, c'est que le Bénin a gagné, la démocratie a gagné. Les autorités également seront soulagées, parce que un président de la République qui se trouve dans son
dans son palais, ou un préfet qui se trouve au bureau et à chaque fois quand il tourne le bouton de son poste radio, qu'on dise attention, ce sont des gens qui n'aiment pas qu'on manifeste, c'est un préfet qui a fait ci, c'est le président de la République qui n'aime pas les Béninois, ainsi de suite. Ça n'est pas bon. On a beaucoup d'autres choses à faire pour faire développer notre pays. Et donc, lorsqu'on s'attaque encore à ce qu'on appelle acquis aujourd'hui, moi, je dis que ça n'est pas bien pour notre démocratie. Il va falloir que les fois à venir, que nous tirions leçon de ce qu'il s'est passé. Les 2 premiers matchs qui ont été interdits, on a vu tout le tollé que ça a suscité. Est-ce que ça nous a rendu service que de laisser marcher les gens? Je pense que le choix est vite fait. Il faut autoriser, encadrer. Nous avons suffisamment de flics dans le pays. On en recrute. J'ai vu encore un communiqué qui circulait. On veut recruter encore 1300. Et donc, il faut les sortir pour qu'ils encadrent leurs frères. Parce que parmi les marcheurs, les policiers ont des parents, des policiers ont des amis, ils ont des frères et sœurs qui leur demandent de l'argent chaque matin, qui leur disent « mais je ne suis pas rassasié, j'ai faim ». Et donc, une autorité qui permet à sa population de lui dire de vive voix la marche. Moi, j'avais, en m'amusant un peu, je dis, mais si j'étais à la place de Patrice Talon, au lieu de s'arrêter à l'Étoile Rouge, je demanderais aux syndicalistes, aux travailleurs de venir jusqu'à Calavi. Pourquoi? Vous voulez marcher avec eux? C'est eux qui vont choisir d'organiser la marche. Non, c'est une manière. C'est eux qui choisissent l'itinéraire. Pourquoi vous leur ça reste l'autorité. Il va leur dire, non, marchez bien. Il faut bien marcher. Besoin de marcher jusqu'à Paracou, ce n'est pas à vous, vous n'êtes pas syndicaliste, c'est pas. Non, c'est vrai, c'est pour m'amuser, pour dire qu'on ne doit pas interdire les marches. Et ça, c'est bien pour notre démocratie, c'est bien pour le Bénin. Éric? Je pense que nous étions partis du mauvais pied le 27 avril dernier et le 1er mai, avec cette scène de répression que nous avons vue qui n'a pas du tout honoré notre démocratie. On parle des droits acquis, n'est-ce pas, reconnus par notre Constitution. On ne peut pas empêcher un groupe d'individus, à des syndicalistes, qui plus est des travailleurs, de manifester. Ça, nous l'avons dénoncé. Moi, j'ai toujours pensé que la marche n'était pas la solution face à la situation que nous vivons, la cherté de la vie. Maintenant que ça a été fait et qu'on est revenu à de meilleurs sentiments pour l'avoir fait, on est content, on est heureux que ce droit soit restauré, n'est-ce pas, et que des syndicalistes aient pu marcher et que nous avions entendu des discours, des déclarations. Ils ont fait savoir véritablement à leur sens et à leur compréhension ce qui n'allait pas. Place au dialogue. Je crois savoir qu'il y a une rencontre qui est prévue pour le 23 mai. Si entre-temps la date ne changeait pas, pour qu'on puisse aller vers des propositions, pour que, entre-temps, si ces mouvements d'humeur nous ont écartés du droit chemin, entre-temps, sur la perception du gouvernement, les actions qu'il compte mener face à la cherté de la vie, aussi écouter les partenaires sociaux, c'est ce qu'ils ont à proposer. Au-delà de la marche, bien sûr, n'est-ce pas, on peut s'accorder véritablement sur cette question et faire des propositions et évoluer. Je crois savoir que c'est ce que nos concitoyens attendent justement, et à la fois de la part du gouvernement, mais aussi des centrales syndicales. Si nous devons rester dans les rues, matin, midi, soir, pour protester, pour manifester, c'est un droit acquis, je crois savoir que cela ne nous permet pas véritablement d'évoluer. On a marché le samedi dernier, mais nous continuons justement pas subir de plein fouet les effets de la cherté de la vie. Je pense que maintenant que la température est redescendue, ça offre maintenant un climat apaisé de dialogue et de rencontre, et que cela ne soit pas juste circonstanciel, que le cadre de dialogue soit vraiment permanent. On l'a dénoncé la dernière fois, qu'au niveau du ministère du Travail, de la fonction publique et les centrales syndicales, que ce cadre qu'on a voulu véritablement comme étant un cadre où entre parties on peut véritablement discuter, que cela soit restauré de façon durable pour que ces questions soient toujours débattues. Vous avez suivi les différents messages? Mais c'était fort. Hein? Oui. Parfois, je me demandais, on a profité de l'occasion pour régler d'autres comptes. On est toujours dans la cherté de la vie, des discours un peu politiques. C'était devenu un peu personnel sur la personne du chef de l'État. Franchement, c'était un peu de tout. Mais le plus important, c'est qu'on puisse
comment on dit, livrer en message les frustrations, les incompréhensions, les confusions, n'est-ce pas, pour que les signaux soient lancés et qu'il revient au membre du gouvernement de pouvoir déchiffrer ces messages et de voir véritablement dans quelle mesure il faut pouvoir mener des actions. Mais je pense qu'à un moment donné, on a un peu exagéré dans les discours. Luc? Ben écoutez, c'est de bonne guerre. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient que les syndicalistes reprochaient déjà au gouvernement, mais ils ont profité de cette occasion-là pour dire ce qu'ils pensaient. Et ça fait déjà, il faut reconnaître que ça fait il y a 1 an pratiquement que le dialogue a été rompu entre les deux parties. Donc c'était une manière de titiller le gouvernement. Et d'ailleurs, vous l'avez constaté, quand ils ont fini de titiller le gouvernement, maintenant ils nous retournent à la table des négociations. On sait que le syndicalisme, souvent, la stratégie, souvent, c'est de titiller un peu le gouvernement, à dire d'une certaine manière, l'amener à faire attention du genre un peu, écoute, nous sommes là, souviens-toi de nous, on est là, il faut que tu fasses attention à nous. Donc c'est de bonne guerre. On sait que les syndicalistes sont toujours là pour pouvoir amener le gouvernement à voir ou à répondre à leurs sollicitations. Et les messages, je ne les trouve pas trop politiques, moi, mais j'estime qu'ils étaient venus en réalité pour vider ce qu'ils avaient sur le cœur depuis très longtemps. Parce que ça fait pratiquement 1 an. Donc ils étaient venus pour vider. Mais maintenant qu'ils se sont vidés, ils retournent à la table des négociations et les deux parties vont se regarder face à face et échanger de vive voix, trouver des solutions. Et maintenant, la question est de savoir comment est-ce que, en fait, dans quelles conditions, dans quel climat d'échange ils vont pouvoir travailler. Parce que, vous voyez déjà, ils estiment que la première chose dont ils vont parler là-bas maintenant, ce sont les syndicalistes qui ont été arrêtés, ce sont les manifestants qui ont été arrêtés. Est-ce que vraiment ce sera vu ça permettra réellement de ramener un climat d'apaisement dans les négociations? C'est ce qu'on verra. Mais le plus important, déjà, une fois que la table des négociations est acceptée par les deux parties, on peut dire que le bout du tunnel est déjà un peu proche. Franck? Moi, je pense que pour une marche pacifique contre la cherté de la vie, le principal message qui a retenu mon attention, c'est ce que j'ai lu sur la bâche qui était à la première loge, non à une gouvernance qui affame. Moi, je pense que c'est le principal message qui devrait être délivré. Les autres messages qui ont suivi, c'est vrai que avec tout ce que le préfet Oron là leur a fait subir, ne vous attendez pas qu'à une telle occasion qu'on ne lui envoie pas quelques pics. Et c'est ce qui a été fait justement. J'ai entendu d'autres messages qui frisent un peu, disons... en tout cas, on a profité de l'occasion pour essayer d'envoyer encore d'autres messages. Ça, ce n'est pas exclu. Ils étaient les seuls à savoir, en dehors de la cherté de la vie, ce qu'ils mettaient, le contenu de leur marche aussi. Et à l'aune de ces messages-là, on a compris qu'ils avaient beaucoup de choses sur le cœur. C'est déjà intéressant qu'ils se vident. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, laisser marcher et après on passe à autre chose. Depuis le samedi, vous avez vu que en dehors des bons comptes rendus de William et des autres confrères de la presse et même de la presse internationale, ça n'a pas dérangé quelqu'un, ça n'a pas tué des humains. Vous êtes sûr que ça n'a pas dérangé quelqu'un? Non, à mon avis, en fait, ça n'a pas... On a eu des messages forts et je sais que certains certainement n'ont pas pu dormir le soir du samedi et peut-être n'ont pas eu le temps de prendre leur verre de whisky. Oui, sur 13 millions ou 12 millions de Béninois. Lorsque celui-là va recevoir son... Est-ce que ça a arrêté le fonctionnement de la République? C'est non. Est-ce que ça a empêché les Béninois de continuer par vaquer à leurs occupations? C'est non. Et ça ne nous a pas empêché, nous non plus, de faire notre travail. Donc, moi, je pense que c'était l'erreur, c'était d'interdire les marches. Et donc, on a laissé marcher et puis c'est fini, on passe à autre chose. C'est lorsque vous interdisez qu'on cherche, mais pourquoi est-ce que celui-là veut interdire? Maintenant, le contenu des messages, c'est tout ce que craignent les politiques. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vous rendent pas le papier comme quelqu'un qui veut soutenir, qui vous donne copie de son mémoire, vous parcourez. Non. Quel est le contenu? Jusqu'à la dernière minute, vous ne saurez jamais ce que les syndicalistes veulent dire. Et il y en a qui ont cette... disons, dans leur parler, sont très forts, ils ont des mots assez durs. Lorsqu'ils prennent la parole, vous-même, vous savez que la suite n'est pas heureuse. Et donc, je pense que le principal message est passé. Et cela, à mon avis, a eu un écho. Le 23, ils vont se rencontrer. Mais à cette rencontre, je pense que le chef de l'État va leur dire ce que lui pense et redémarrer
les discussions qui sont bloquées depuis des mois. Et ça va permettre, à mon avis, d'évoluer. Maintenant, il faut qu'on fasse un dialogue vraiment franc. Il faut qu'on fasse un dialogue qui nous avance, parce que avec des partenaires sociaux que vous laissez comme ça, sans discuter pendant des mois, sur des questions essentielles qui concernent les travailleurs, qui concernent, disons, le fonctionnement de l'administration, qui concernent leurs conditions de vie, moi, je pense que c'est suffisamment, c'est un peu grave pour, dans un pays où on veut faire évoluer les choses, on veut se développer, ce n'est pas bien. Rencontrez-vous, discutez, mettez les sujets sur la table et le reste, on verra. William? Est-ce qu'ils vont pouvoir rencontrer le chef de l'État? Je ne sais pas. William, on va parler d'abord du contenu des messages. Pour les échanges, je crois qu'il y a même eu un rectificatif ce matin. Le secrétaire général de l'UNSTB que j'ai reçu disait que ce n'était pas une invitation à discuter au Palais de la Marina. C'est plutôt que c'était le cadre qui a remis en marche. En fait, voilà. Le moteur grippé a repris à Pavrambir. En fait, non à la gouvernance qui affame, retournez-nous nos tickets valeurs, le niébé coûte 800 francs le kilogramme, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous parlez de messages forts, je vois à quoi vous faites allusion. La très longue et applaudie déclaration de Anselme Amoussou sur un réquisitoire carrément sur les 8 ans de Patrice Talon. Ensuite, la déclaration commune des centrales syndicales omis la CSTB, lue par Apollinaire Afeoui de l'UNSTB, où ils ont fait un sérieux procès à Patrice Talon sur sa gouvernance sociale depuis qu'il est là. Et moi je pense qu'un ton fort, des métaphores, de l'anaphore, ça c'est le propre des partenaires sociaux. Depuis la nuit des temps, encore qu'on vous dira, que les caciques vous diront que ceux-là n'y sont même pas encore allés par une manière forte, qu'au temps fort ou aux grandes heures du syndicalisme béninois, dans un contexte comme celui-là, après 2 interdictions, attendez, vous aurez la langue de Molière comme cela se doit, vous aurez une mobilisation à perte de vue, ce sera une marée humaine avec des slogans extrêmement hostiles. Pour avoir vécu la marche avec eux, ils étaient modérés, ils étaient sérieusement modérés dans certaines... On aurait scandé, à une certaine époque au Bénin, ici, on aurait sérieusement scandé des chants hostiles au pouvoir et ainsi de suite. Maintenant, c'est là que moi j'ai une dent contre les partenaires sociaux. Vous savez, dans leur déclaration, ils ont fait un bilan de ce que Patrice Talon a fait. Comment il les a paupérisés, comment est-ce qu'il a fragilisé leurs emplois, comment est-ce que la gouvernance ne leur a été d'aucun avantage. Mais en fait, où est-ce qu'ils étaient toutes ces années durant? Ils ont parlé de la loi sur l'embauche, que c'est depuis lors que leur vie est fragilisée, que c'est depuis lors que l'emploi public est précarisé. En fait... Où est-ce qu'ils étaient à l'époque? Je ne les ai pas vus marcher à l'époque. Ils disent que c'est sous Patrice Talon qu'on a vu pour la première fois le licenciement dans le lexique de la fonction publique. Où est-ce qu'ils étaient quand ces choses se faisaient? Douel Chadaré était secrétaire général de la COSI Bénin. Entre-temps, Anselme Amoussou est devenu secrétaire général de la CSA. À part les nouveaux, les quelques-uns, beaucoup d'entre eux étaient déjà là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dénoncé 2-3 fois. Après, on les a vus extrêmement timorés. Je les ai vus dans une verve terrible contre la fragilisation du droit de grève. Mais au temps fort, à part quelques dénonciations, si je ne suis pas amnésique, à part quelques dénonciations isolées et vraiment parcellaires, je ne sais pas si vraiment vent debout et en une union réelle, ils se sont levés contre ces mesures. C'est à croire qu'ils ont jeté leurs armes pendant un bon moment. Aujourd'hui, ils se sont vus... Ils mettent l'accent sur la surdité et même la cécité par endroit de la gouvernance actuelle. C'est un peu comme s'ils s'attendaient à une guérison spontanée, ils s'attendaient à voir autre chose avant la fin du mandat, à voir un autre Patrice Talon, à voir une autre gouvernance, et ils se surprennent. Ils se méprennent de voir qu'en fait, à quelques temps de la fin de cette gouvernance, la dynamique n'est pas près de changer. En fait, c'est là
qu'ils ont laissé leur mandat. C'est là qu'ils ont joué leur crédibilité. C'est là qu'ils ont abandonné les armes. C'est là qu'ils ont oublié les travailleurs. Ils reviennent d'un long, profond sommeil. Un sommeil lent, diront les médecins. Ils viennent d'un sommeil qui ne dit pas son nom. Et c'est peut-être pour cela. C'est jamais trop tard de bien faire. Ce n'est pas trop tard, mais quand c'est tard, disons que c'est tard autant que les dérives gouvernementales qui ont entouré ou des autorités publiques qui ont entouré. En fait, c'est normal pour un gouvernant, quand vous êtes tout le temps et que vous vous réveillez et vous voulez qu'on partage 3-3, comme on le dit en langue, c'est normal qu'on vous aperçoive comme étant motivé par une raison ou une autre. Et quand on est gouvernant aussi, ce n'est pas parce que les gens se sont tus que ce que vous faisiez est bon. Revenez tous en de meilleurs sentiments et le dernier ira. Franck, on doit-on faire ce procès-là au syndicat? On a vu quand même que le cadre, c'est vrai qu'il y a eu quelques perturbations dans, je dois dire, les états-majors de direction de ces syndicats. Il y en a qui sont de vieux briscards qui sont partis entre-temps, de jeunes qui ont pris la relève, peut-être avec leur façon de faire, leur faiblesse de gestion, etc. Ils ont peut-être pris le temps de s'accommoder pendant que les lois s'installaient, etc. Est-ce qu'on doit leur faire ce procès? Oui, ces vieux briscards, dont certains sont déjà partis et se sont retournés suffisamment dans leur tombe lorsque on a suffisamment encadré le droit de grève. Et ceux qui vivent encore, ils se sont pas retrouvés dans ce qui se faisait. Moi, je dois dire qu'on peut faire ce procès aux syndicalistes parce que n'est pas syndicat qui veut. Ils ont dit qu'ils vont soutenir, enfin, ils vont défendre les droits des travailleurs au prix même de tous les sacrifices. Moi, je pense que à un moment donné, les syndicalistes ils ont laissé faire un peu tout ce qu'ils... Les marges de manœuvre, c'est vrai, étaient très réduites, mais on ne les a pas trop sentis. Et je pense que l'acheminement vers la fin du mandat reste aujourd'hui un terreau. Je pense que bon, on peut un peu forcer, on peut essayer de se réveiller, on peut essayer de se doper pour essayer de tirer ce qu'on peut du gouvernement, parce que toute fin de mandat, vous savez, ça se passe comme ça, il y a un peu d'agitation, ainsi de suite. Mais je pense que le plus important pour les syndicalistes aujourd'hui, c'est de trouver les moyens d'aller puiser dans les ressources au fin fond des méthodes syndicales pour essayer de maintenir la flamme allumée. Parce que pendant 8 ans, je pense qu'il y a eu assez de léthargie, il y a eu un peu de sommeil à leur niveau, et ça n'a pas montré véritablement que nous avions encore des syndicats comme on les a connus au temps de Pascal Todino, au temps de Dieudonné Lokossou, au temps de Gaston Azoua, et tout cela, ça a manqué un peu d'énergie à ces syndicalistes-là. Parce que lorsque vous laissez accumuler tout ce qu'ils ont dénoncé là, où on a dit que la gouvernance a affamé depuis 8 ans, mais nous sommes toujours dans le Bénin, et c'est vrai que c'était beaucoup plus dans la presse que ça se disait. Aujourd'hui, ça a été dit dans la rue, on a battu le macadam. Je pense qu'il faut maintenir la pression, toujours en respectant les lois de la République. Ça ne fera du mal à personne. Un réveil opportuniste, Eric. On est à 2 ans de la fin du mandat de Patrice Talon. Oui, on peut le dire sans faire un jugement. Le monde syndical, vous savez, ils auraient peut-être aimé, juste dans un passé récent, mener ce genre d'activité. Ils avaient estimé qu'ils n'avaient pas toutes les possibilités. Mais il vaut mieux tard que jamais. Dans les discours et les messages, je pense aussi qu'il a manqué de justesse. Alors, quand je lis non à un gouvernement qui affame, en même temps, je m'interroge. Que tire le gouvernement, ou que tire un gouvernement, n'est-ce pas, en choisissant de façon délibérée d'affamer son peuple? Quand on sait que ça n'est pas bien pour l'image, n'est-ce pas, de ce gouvernement, de voir que ses concitoyens souffrent et qu'il n'est pas sensible à ça. Je ne pense pas qu'il est, comment on dit, dans le fonctionnement d'un gouvernement, un objectif d'affamer, de faire souffrir véritablement ses concitoyens. C'est à croire qu'il y a une volonté vraiment du gouvernement de faire en sorte que les Béninois souffrent. C'est-à-dire que, parce qu'on le dit de façon crue, comme si le gouvernement avait un intérêt véritablement que, par exemple,
exemple, la cherté de la vie soit répandue, comme si le gouvernement avait un intérêt véritablement que les Béninois achètent le maïs, le riz, les céréales à prix d'or. William a essayé de faire un résumé. On a comme le sentiment qu'on est parti de la question de la cherté de la vie pour aborder d'autres sujets, pour aborder des sujets qu'on avait gardés par devers soi depuis toutes ces années. On a profité la matinée d'un samedi pour tout reverser véritablement sur la table. Or, c'était clair qu'on marchait pour la cherté de la vie, pour attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les Béninois achètent sur le marché des céréales à prix d'or. C'était ça l'objectif du débat. Mais bon, après, on comprend que dans le monde syndical, ce sont des morceaux choisis. Il fallait partir d'un fait pour amplifier, pour montrer davantage véritablement qu'il y a péril dans la demeure. Je vous dis, vous savez, les pays où il y a vraiment la famine, où on parle de crise alimentaire, c'est ce qui se passe en Palestine, où on est obligé d'apporter des rations alimentaires, pas des vols qu'on lance par le ciel. Vous voyez des citoyens de ces pays qui sont obligés de courir pour aller chercher à manger. Ça se passe au Soudan du Nord, au Soudan du Sud. La situation n'est pas la même, n'est-ce pas? Ce que nous voyons aussi. Donc je pense qu'il fallait pas même aussi diluer un peu le message et d'être un peu plus cohérent, n'est-ce pas? Vraiment, face à la situation que nous vivons. J'ai comme le sentiment qu'on a décrit des situations qui, entre ce qui se vit, ce qui se fait, entre ce que je dis dans les discours, il y a un peu une différence. Le riche? Ouais. C'est vrai qu'on peut penser que ces mouvements sont mus par des intérêts beaucoup plus politiques la force, parce que ça. Non, parce que tout simplement parce que quand vous regardez ceux qui le disent, des dames le samedi qui ont profité vraiment de cette marche pour faire de bons business, les vendeuses d'eau fraîche. Ça, il faut l'expliquer à Orula. Oui, il faut lui dire que c'est des opportunités. Il faut dire les vendeuses de l'eau fraîche. Il faut lui expliquer. Il faut pas mieux que lui. Il y a pas. Ce n'est pas si mauvais que ça de marcher. Ça crée une économie locale dans la ville, Cotonou, le samedi. Oui, et puis après, c'est les hôpitaux qui manqueront de après cette marche, moi j'ai vu des manifestants, des participants qui se sont retrouvés. C'est chez cette dame que j'ai pris 2 bouteilles de yaourt. Voilà. Donc, après la marche, moi j'ai vu des manifestants qui se sont retrouvés dans un coin pour se rafraîchir avec quelques bouteilles. C'est normal après je me suis dit qu'on a vraiment faim. Déjà, il faut reconnaître qu'on peut avoir l'impression que ces mouvements sont mus par des intérêts autres que syndicalistes, parce qu'on sait aussi que certains ont pris le pouvoir en surfant également sur des débrayages. Donc, d'une certaine manière, on peut l'imaginer, parce que si on l'a fait, on peut penser que les autres aussi le font. Mais ceci étant, vous savez, quand on parle, j'ai écouté de fond en comble, c'est pour ça que je dis que les messages, pour moi, ne sont pas assez politiques. C'est rester beaucoup plus dans le social. Quand on dit qu'un gouvernement qui a femme, vous savez, ils ont bien précisé, ils ont bien cité certaines lois. Quand on parle, par exemple, de la loi sur l'embauche, où ils précisent que aujourd'hui, la fonction publique est précarisée. Ils ont parlé également de la création tous azimuts des agences, où on a comme l'impression que les Béninois qui ont étudié au Bénin sont purement des tarés. Et ils n'ont pas la même cote. Vous avez été prévenu. On a, écoutez, justement, on a justement compris que ça a été matérialisé, sinon concrétisé, parce que vous prenez des Béninois qui ont pratiquement le même diplôme, les mêmes connaissances, ou parfois plus que des gens qui ont été amenés de l'extérieur, mais qui sont aussi des Béninois, bien qu'on le reconnaisse, ou pas des Béninois. Et vous constatez que le fossé financier pour les payer est gargantuesque. Non, il faut le dire, est gargantuesque. Et vous vous posez la question de savoir, est-ce que ceux-là travaillent dans la même agence? Est-ce que ceux-là travaillent pour le même pays? Est-ce qu'ils servent le même pays ensemble? Je pense que c'est ça justement les centrales syndicales sont en train de dénoncer. Laissez-moi terminer. C'est justement ça que les centrales syndicales sont en train de dénoncer. Et moi, je le dis, ils ont eu tort d'être restés muets
d'être restés sourds pendant longtemps eux-mêmes parce qu'ils estiment que le gouvernement a fait preuve de surdité et de cécité, mais eux aussi, ils ont fait preuve de surdité et de cécité pendant longtemps. Vous savez, quand vous troquez votre crédibilité pendant longtemps et que vous ne réagissez pas, vous passez votre temps à voter, à accepter, et maintenant, quand vous êtes complètement ligoté, lié, chaîne aux mains, aux poignets et aux pieds, et que c'est maintenant vous voulez vous relever pour dire non, je ne suis pas d'accord, mais vous êtes déjà enchaîné, vous subissez. Et c'est ça justement ce qu'ils sont en train de subir. Donc, entre-temps, il y a eu des décisions qui ont été prises, des lois qui ont été votées. Ils ont eu la possibilité d'aller vers le Parlement et dire non, attention, ici, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi n'ont-ils pas mobilisé les populations en son temps? Oui, ils se sont tus. Mais non, il y a s'il vous plaît, laissez-moi terminer. C'est la raison pour laquelle je parlais. C'est la raison pour laquelle je dis que quand vous avez donné votre crédibilité et qu'aujourd'hui vous voulez la récupérer, ça n'avance pas. Et regardez aujourd'hui, entre-temps, vous voyez comment les syndicalistes, les centrales marchaient. Les centrales fonctionnaient en un groupe complet, compact et sérieux. Aujourd'hui, vous avez des groupes épars, et chacun fonctionne selon, on dirait même selon ses intérêts personnels, alors que vous défendez tous des travailleurs tous béninois. Alors que se passe-t-il réellement? On pense qu'ils ont failli. Les centrales et les confédérations ont failli pendant plus de 8 ans, et aujourd'hui, ils veulent se relever et réveiller ce qu'ils ont perdu pendant longtemps. Est-ce qu'ils pourront rattraper cette marge? La question se pose, et le gouvernement doit aussi comprendre que ce n'est pas parce que les syndicalistes, les centrales et les confédérations sont restés muettes pendant longtemps ou ont semblé être aveugles pendant longtemps, ne peuvent pas se réveiller, même si c'est à un seul mois de la fin du mandat. Donc je pense que là où nous sommes aujourd'hui, il est temps effectivement qu'on se réveille, que les centrales se réveillent. Voilà la parole. Deux éléments importants sur lesquels il faut revenir dans l'intervention de Ulrich. J'ai rappelé tout à l'heure que pendant que les lois étaient en préparation au Parlement, il y a quand même eu la volonté des syndicats de... Voilà. Vous avez bien dit volonté. Et il y a eu des sit-ins sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Les travailleurs sont allés là-bas dénoncer. Combien de centrales syndicales? En tout cas, il y a eu cette action. Deuxième élément, vous aviez parlé de ce fossé himalayesque entre, les travailleurs béninois et les expatriés dans les agences. J'ai entendu quand même des avis. J'ai quand même entendu des avis où on en dit quand le monsieur a sa famille à l'extérieur, qu'il a un boulot là-bas, qu'il est en train de vivre là-bas et que vous voulez le débaucher, l'amener chez vous pour quand même vous aider à accomplir un travail de qualité, il y a forcément il faut le mettre à un niveau donné, je ne sais pas. Il faut le mettre quand même. Prenez-le au sérieux. Pourquoi c'est la qualité là qui nous intéresse alors que la qualité familiale de la personne, la réalité familiale de la personne est là. La personne, vous allez la chercher, vous allez chercher sa compétence à l'étranger dans des conditions données, il faut lui faire des faveurs en fait. C'est l'argument que les gars qui ont fait cette action... Des Béninois ont géré avec beaucoup de scandales après, des expatriés ont géré avec des scandales après. Pour moi, il n'y a pas un débat sur cet aspect. Et d'ailleurs, quand vous parlez de compétences, je ne sais pas si pour manager... Vous avez fini de parler. Je ne sais pas si pour manager la NIP, il faut avoir une nationalité autre que celle du Bénin pour pouvoir y arriver. Sinon, le management d'une structure publique... Il paraît que c'est la référence en Afrique. On a vu la référence, les autres États d'Afrique, donc tous les autres États d'Afrique ont eu recours à des Rwandais pour avoir leur État civil sécurisé et dématérialisé. En tout cas, je vous sers des arguments. Prenons-nous au sérieux et posons-nous les bonnes questions. Alors, faisons avancer le débat sans quitter le sur la question. Alors, très prochainement, le 23 prochain, il très rapidement, je voudrais rajouter. Ce n'est pas l'objet du débat. Par exemple, on dit, les syndicats disent que le pouvoir... quand je dis le pouvoir, je veux bien séparer l'exécutif du judiciaire. On dit que le pouvoir libère des gens incriminés ou condamnés ou reconnus coupables dans les histoires de bradage de domaine public. Ils sont relaxés ou ils ont des faveurs pour sortir. Mais au même moment, des lanceurs d'alerte se trouvent Oui, mais ils n'ont qu'à porter un recours. Il y a des structures sur la place, il y a des institutions je comprends sur la place. Donc, il faut porter des recours. Alors, posture pendant j'ai quelle posture centriste, n'est-ce pas? Justement, pour modérer les débats, sinon. Donc, le 23 prochain, ceux qui ne se sont plus jamais parlé, ils ont décidé de se voir pour se parler. Ça va bien se passer certainement, non? Même si on ne sera pas invité, Franck. Moi, je pense que
par rapport à tout ce qui a été dit et dénoncé, le plus important, c'est qu'on mette les sérieux problèmes sur la table. Qu'est-ce qu'on peut régler dans l'immédiat, à court et à long terme? Parce que ce que veulent les Béninois aujourd'hui, ce ne sont pas les marches en fait, ce ne sont pas les mesures que les autorités vont prendre pour interdire des marches, mais on veut que les deux parties s'asseyent pour trouver des solutions. Comment faire pour que le maïs redevienne 150 oui, ne 200, rêvez pas. Non, 200, 275, comme on l'achetait par le passé. Comment faire pour que, puisque j'ai entendu quelqu'un dire que nous avons suffisamment produit du maïs. Combien de tonnes de surplus, s'il te plaît? Voilà. Comment faire pour que cela profite d'abord aux Béninois avant même qu'on revende cela à l'extérieur ou qu'on amène ça dans d'autres pays pour les faire acheter par d'autres pays. Donc, moi, je pense que tous les problèmes ne pourront pas trouver de solution. Et il va falloir que nous ayons un discours responsable du côté des syndicalistes, qu'on ne sorte pas pour dire ben, on n'a rien obtenu. Le gouvernement vous dira, selon les possibilités de l'heure, selon les moyens dont nous disposons, voilà ce à quoi nous pouvons apporter de solutions tout de suite. Donc, les deux parties doivent véritablement discuter. C'est pourquoi je dis, il faut que nous ayons également des responsables syndicaux qui se renseignent au niveau des experts, qui se renseignent au niveau de ces universitaires, des gens qui leur disent, voilà dans le contexte actuel ce que peut faire le gouvernement. Parce qu'eux, ils ont des indices, ils ont des paramètres qui leur permettent de mesurer ce que peut faire le gouvernement, dans quelle distance on peut agir ou sur quel volet, sur quelle base on peut véritablement se poser pour régler certains problèmes. Et donc, lorsque vous allez à une table de négociation du genre, et non, tenir des discours, écoutez, ce que vous faites, c'est pas bon, tout le monde a faim, d'accord, nous avons faim, nous, tout est cher sur le marché. Mais qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite et ne pas rester dans, disons, dans la démagogie, ne pas rester trop campé d'un côté, que ce soit du gouvernement ou que ce soit du côté des syndicalistes, qu'on puisse discuter. Nous ne voulons que des solutions. Chacun a exprimé son mécontentement, les autorités ont dit non, on n'a pas besoin de marcher pour régler les problèmes de la faim, c'est fait maintenant, mais il faut discuter pour sortir des éléments de réponse aux nombreuses questions qui sont en suspens. Le gouvernement va donner ses arguments, les syndicalistes, mais lorsque vous êtes à une table de négociation, vous devez trouver un juste milieu. Éric, c'est déjà bien de relancer ce cadre d'échange et de dialogue. Peut-être que si cela avait existé par le passé, ou si on tenait de façon régulière ces rencontres, ça aurait été l'occasion, par exemple encore, pour le gouvernement d'expliquer la pertinence de la création des agences. Peut-être de mettre à disposition des syndicalistes, les personnes justement qu'on retrouve à la tête de ces agences. Pourquoi est-ce que le gouvernement a fait cette option? À cette rencontre, je pense qu'il faut que chacun puisse mettre un peu de côté à la fois son statut, son profil d'être acteur du gouvernement, mais aussi d'être syndicaliste. Que des Béninois puissent se parler entre eux, n'est-ce pas, face à cette situation, et que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des confusions, des malcompréhensions sur la démarche du gouvernement, sur des actions qui sont peut-être menées, mais qui ne sont peut-être pas connues, dont il faut porter la connaissance des syndicalistes, hein, que des syndicalistes aussi, n'est-ce pas, puissent voir dans quelle mesure ils peuvent faire des propositions au gouvernement pour que ensemble on puisse véritablement trouver des solutions. Après, vous savez, toutes les autres questions qui ne sont pas relatives à la cherté de la vie et qui sont soulevées par les syndicalistes, dont a relevé un peu le riche. Les syndicalistes l'ont toujours posé. Et bon, après, le gouvernement se dit, nous sommes venus pour faire des réformes, nous avons pris des options, jugez-nous par nos résultats. Quand on a créé des agences, est-ce qu'on est en train d'évoluer sur un certain nombre de chantiers? Il faut l'apprécier, n'est-ce pas, sur la base de ces résultats et voir si le gouvernement a fait une mauvaise option plutôt que de tout remettre dans l'administration publique quand on sait combien elle est lourde, combien les projets peuvent traîner, les programmes peuvent traîner dans leur mise en œuvre. Donc je pense que c'est des questions qu'il faut poser. Il faut avoir des réponses dans un cadre de dialogue et c'est heureux que cela puisse démarrer le 23 mai. J'ai déjà volé 4 minutes, le riche. Je vous préviens.
Oui, aidez-moi. On ira très rapidement. C'est même là que je suis. Ouais, il faut que c'est qui dit ça là que. Oui, c'est. On a eu le malheur de réserver les 2 dernières paroles à ces 2 messieurs. Très vite. Vous savez, le 23. Le plus important, ce que le peuple attend, effectivement, ce sont des réponses. Mais j'espère qu'à cette rencontre, la satisfaction des revendications. Et vous volez dans mon temps, s'il vous plaît. La satisfaction. Et il faut que les 2 parties se parlent et sincèrement. Et le plus important, on va laisser les syndicalistes. Je prends encore 1 minute en plus. Donc, le plus important, les syndicalistes ont toujours dit qu'ils se retrouvent face à un gouvernement qui fait semblant de discuter, mais qui n'est pas sincère. Donc, je pense que le gouvernement doit capitaliser, doit prendre à cœur cet aspect et vraiment aller au bout, de sorte à ce que les syndicalistes se sentent vraiment concernés par ce qui se dit et qu'ils trouvent vraiment satisfaction. C'est vrai qu'on ne peut pas trouver satisfaction à tous les points de revendication parce qu'il y a la marge financière qui est également là, donc il faut voir ce qui peut être fait dans les délais qu'il faut. L'essentiel, c'est que les 2 parties se parlent avec sincérité et franchise et que les vraies réponses sortent afin que les travailleurs, ces Béninois qui souffrent en sourdine, puissent avoir ne serait-ce qu'une petite facilité pour pouvoir mieux vivre. J'en ai fini. William. Non, je trouve que les syndicats n'ont pas à espérer grand-chose. En fait, un cadre de concertation, un cadre formel de discussion demeure un cadre de discussion. Je ne sais pas si ces recommandations, qu'est-ce que je raconte? Les conclusions de ces travaux sont souvent des décisions, non? Ce sont des recommandations que l'exécutif prend et dans la marge du possible met en œuvre ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Donc, en fait, ce sera du pur formalisme. Maintenant, la chose qu'on peut espérer là-dedans, c'est la sincérité dans les échanges, la franchise. Il faut qu'on puisse se parler vrai, qu'on ne miroite pas l'impossible, qu'on ne soit pas hermétique au débat. Et dans la pratique, moi je dis, les syndicalistes aujourd'hui ont une posture qui ne peut pas être réglée en 2-3 rencontres. C'est-à-dire, selon eux, c'est une batterie de mesures dans le temps qui a concouru à ce résultat que nous avons aujourd'hui. Donc, ils ne peuvent pas demander de démonter ce qui a été échafaudé pendant 8 années. Donc, c'est dans la mesure du possible que les problèmes seront réglés dans les cas comme ceux-ci. Les États, parfois, optent pour les subventions. Est-ce que ce sera le cas? Que les cadres aussi préparent sérieusement les acteurs gouvernementaux, de sorte à ce que ce qui est possible soit vraiment mis sur la table. Les gars, merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Suivez juste après moi la revue de presse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le point de l'actualité selon les journaux parus ce matin. Nouveau rebondissement dans le feuilleton Bénin-Niger. Les autorités nigériennes viennent en effet d'écarter le Bénin de l'enlèvement du fret nigérien au port de Lomé. Pour Fraternité, il s'agit d'une nouvelle escalade dans la crise entre les 2 pays. Le Niger exclut les camions béninois de l'enlèvement du fret au port de Lomé. Cette décision radicale du gouvernement du général Tiani intervient au lendemain de l'interdiction de l'embarquement du pétrole nigérien sur les côtes béninoises. L'escalade des tensions n'arrange ni le Bénin ni le Niger. Le durcissement de ton ne réglera pas la situation. Le général Abdourahmane Tiani devrait revoir sa copie et reconsidérer sa position vis-à-vis du Bénin, tel est le vœu du quotidien Maison. Cette nouvelle décision de Niamey a été relayée par d'autres journaux parus ce matin, dont le Matinal, qui estime que la junte militaire fonce dans le gouffre. Par ailleurs, le quotidien nous apprend que dans la commune de Kandi, la posture du maire a connu également une évolution. Grâce à un revirement in extremis des conseillers UP Le Renouveau, son fauteuil n'est plus menacé. La tempête n'aura visiblement duré que quelques jours à la mairie de Kandi. Les conseillers du parti Union Progressiste Le Renouveau, au cœur du projet de destitution du maire Zinatou Alazi Oseni-Saka, ont adhéré à une initiative d'apaisement de la coordination communale de leur formation politique. Il s'agit d'une motion de soutien à
à la présidente du conseil communal pour faire échec au projet de vote de défiance en cours de téléchargement. Dans cette motion dont ampliation est faite au maire et au préfet de la Liborie, Ahmed Bello Kissama, la coordination communale reconnaît la pertinence des griefs émis contre la patronne de l'administration communale de Kandi, mais elle attribue ces récriminations aux frustrations parfois légitimes liées à toute gestion. Restons dans le nord du Bénin pour évoquer cette initiative visant la promotion de la paix et de la cohésion dans la région. Il a été procédé lundi 13 mai 2024 au centre pastoral Monseigneur Okio de Natitengu, dans le département de la Takora, au lancement officiel du programme Engagement des jeunes comme acteurs de changement de la promotion de la paix et une éducation de qualité grâce à l'innovation sociale et l'accès au numérique dans les départements de la Takora, la Liborie, le Borgou, la Donga et le Zou. Le lancement de ce programme a été fait à travers le Festival pour l'emploi et l'entrepreneuriat social. Une information signée Matin Libre. Pendant ce temps, la Banque mondiale annonce de bonnes perspectives pour le Bénin à l'horizon 2026. Selon un communiqué publié ce lundi 13 mai 2024 par la Banque mondiale, le pays va enregistrer une croissance économique de 6,2% en moyenne entre 2024 et 2026. De ce communiqué, il ressort, selon la deuxième édition du rapport intitulé « S'adapter au changement climatique pour une croissance économique durable et résiliente », que la réalisation d'une croissance économique durable et résiliente dans les décennies à venir dépendra des efforts d'adaptation et de financement des investissements climatiques. Plus de détails à la page 3 du quotidien Fraternité. Fin de la revue de presse de ce mardi 14 mai 2024.